Merci de m'accueillir à Nantes. C'est toujours un grand plaisir de venir ici. Donc oui, je m'appelle Stéphane Mallard et je suis ce qu'on appelle un évangéliste digital. Je sais que le nom fait peur, mais je l'ai gardé volontairement pour que ça choque et pour montrer que c'est un métier qui est en train d'arriver et dont on va avoir besoin pour expliquer, comme le disait Michel Serres, ces bouleversements dus à la révolution digitale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Je vous préviens tout de suite, il y a pas mal de choses qui vont vous faire très peur dans ce que je vais vous raconter, qui risquent de vous choquer. C'est normal, on a tous des sensibilités et des aspirations différentes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler d'intelligence artificielle dernièrement ? Est-ce qu'il y en a qui ont très bien compris ce que c'était que l'intelligence artificielle ? C'est normal, je vous rassure. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peur de perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle ? D'accord, ça va changer après la conférence. Je voudrais vous poser une autre question maintenant. Est-ce que vous savez qui a dit « Les machines vont emprunter le même chemin que l'évolution des êtres humains jusqu'à devenir conscientes et être capables de se développer toutes seules sans que l'homme ne puisse ni les comprendre ni en garder le contrôle ». Est-ce que vous savez qui a dit ça ? J'ai entendu Asimov. Ça pourrait être Asimov, mais c'est pas Asimov. Il avait des convictions assez similaires. Ça pourrait être Wells, il avait aussi ces convictions-là, mais c'est pas lui. Il a dit des choses assez proches aussi. Ça pourrait être Stephen Hawking, il pense quasiment la même chose sur la conscience artificielle, mais c'est pas lui. Non plus. C'est un monsieur qui s'appelle Raymond Kurzweil. Est-ce que vous savez qui est Raymond Kurzweil ? Je vous garantis que dans les prochaines années, vous allez savoir, parce que c'est un monsieur dont on va énormément entendre parler, qui va même faire irruption dans les débats politiques dans les prochaines années. C'est le patron mondial de l'ingénierie chez Google. Et il a dit ça en 2010. 6 ans plus tard, un monsieur qui s'appelle Paul Harr, qui lui est responsable mondial de l'intelligence artificielle chez Google, sur les sujets de recherche, a déclaré qu'ils étaient désormais incapables chez Google de comprendre comment fonctionnait leur intelligence artificielle, alors qu'elle produisait déjà des résultats exceptionnels partout, dans tous leurs produits, tous leurs services. Alors, comme le disait Michel Serres, on est en train de vivre des bouleversements avec cette révolution digitale. On est tous connectés, l'information est accessible partout, tout le temps, ça ne coûte plus rien, c'est devenu une commodité. On est tous concernés. Et ce n'est pas parce qu'en tant qu'entreprise, on est protégé aujourd'hui par une certaine réglementation, par des habitudes, ou même par une grosse part de marché, qu'on ne risque pas chacun de se faire totalement disrupter par le prochain Uber de notre secteur. Le prochain Uber qui est en train de vous disrupter, il est en ce moment soit dans un garage en Californie, soit dans un incubateur. Il n'a qu'une seule envie, c'est de prendre votre valeur, d'en créer encore plus et de vous faire disparaître au passage. Et je vous garantis qu'ils agissent comme des barbares. Ils n'ont aucune limite, ces gens-là. Principalement à Silicon Valley. On est tous concernés par cette révolution digitale. Cette révolution, elle a une caractéristique, c'est qu'elle s'accélère. Jamais aucune révolution n'a été aussi rapide. On a des bouleversements exponentiels en ce moment. Et ce n'est pas fini de s'arrêter. Mais en plus de cette révolution digitale qui est en train de tout changer, on entre en ce moment encore dans une nouvelle ère. On vit encore une nouvelle révolution par-dessus, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pendant des années, on a spéculé sur la possibilité de créer une intelligence artificielle aussi puissante et flexible que l'intelligence humaine sans y parvenir. C'était de la science-fiction. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie pour y arriver. Et même si on n'est qu'au tout début de cette révolution et qu'il y a encore énormément de nouveaux challenges à relever tous les jours, l'intelligence artificielle sera bientôt partout, tout autour de nous, parce qu'elle progresse aujourd'hui à une vitesse qui est exponentielle. Alors la bonne nouvelle, dans cette nouvelle ère dans laquelle on entre, c'est qu'on va pouvoir résoudre très vite énormément de problèmes dans tous les domaines, dont je vais parler juste après. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas prêt à entrer dans cette nouvelle ère. Parce qu'à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle se développe en ce moment, non seulement notre intelligence pourrait très vite finir par devenir obsolète, vous allez voir que ce qu'on prend en ce moment, c'est une énorme claque d'humilité sur notre intelligence, sur notre néocortex, ce qui fait notre spécificité d'être humain. Mais en plus de ça, c'est toute notre vision du monde, notre manière d'appréhender la vie et même l'organisation de nos sociétés qui vont être mises en cause. Ce qui se passe, c'est que ces dernières années, on a fait un bond gigantesque en matière d'intelligence artificielle parce qu'on a totalement inversé notre approche. Auparavant,
Depuis qu'on crée de l'informatique, on programmait des machines avec des règles pour essayer d'imiter l'intelligence humaine. On supposait que l'intelligence était un espèce de calculateur qu'on allait essayer d'imiter. C'est les logiciels que vous utilisez depuis toujours. Ils sont programmés. Vous savez que quand vous cliquez quelque part, il y a une action qui se déclenche. C'est ça un logiciel. C'est ça une machine. Sauf qu'on a compris en neurosciences que l'intelligence humaine faisait exactement l'inverse. Un bébé, il n'a pas besoin des règles de la grammaire pour apprendre à parler. Il est juste bombardé tous les jours par des gens qui parlent autour de lui, et à force de les entendre, il comprend implicitement les règles de la grammaire sans même savoir qu'elles existent. Et en fait, c'est ce qu'on fait pour n'importe quel type d'apprentissage. C'est ça qui est fort avec notre intelligence, c'est qu'on est exposé aux données et on cherche à conceptualiser pour comprendre. N'importe quel type d'apprentissage. C'est ça qu'on utilise en ce moment pour faire de l'intelligence artificielle et qui nous donne des résultats. Au lieu de partir des règles pour aller vers les données, comme on le fait depuis qu'on crée des ordinateurs, aujourd'hui on fait l'inverse. On fait comme avec les êtres humains. On part des données pour aller vers les règles. On découvre les règles avec des algorithmes révolutionnaires d'entraînement qui tâtonnent par essai-erreur et qui posent des hypothèses dans les données qu'on leur donne pour trouver ces nouvelles règles. Ces algorithmes, ils s'inspirent de l'organisation et du fonctionnement de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Ils sont capables de conceptualiser des concepts de haut niveau à partir des données qu'on leur donne. C'est grâce à ces algorithmes qu'aujourd'hui on est capable, par exemple, de reconnaître des gens sur des photos, pensez à Facebook, ou des cancers sur de l'imagerie médicale. On nourrit l'algorithme avec énormément de photos, énormément de données, et on l'entraîne, on le supervise. On lui dit sur telle photo, il y a telle personne. D'ailleurs, c'est ce que vous faites lorsque vous taguez quelqu'un sur Facebook. Vous dites à Facebook, il y a telle personne sur telle photo, ou il y a telle image sur tel cancer. Et plus vous donnez de données, d'exemples à l'algorithme, plus il est capable de devenir excellent à reconnaître ce qu'il y a dans son environnement. En fait, dernièrement, avec ces algorithmes, on a donné la vision aux machines. On leur permet de reconnaître maintenant ce qu'il y a dans leur environnement visuel, dans leur champ de vision, juste avec des pixels sur un écran. Dernièrement, on a aussi utilisé une autre approche en intelligence artificielle qui donne des résultats spectaculaires. C'est que cette fois-ci, on permet aux machines d'adapter leur comportement pour atteindre des objectifs toutes seules. On leur donne un objectif à atteindre avec des contraintes et un environnement visuel, puisque maintenant on est capable on leur a appris à voir. Et ensuite, on les entraîne, on les laisse s'entraîner des millions et des millions de fois pour apprendre à atteindre cet objectif toute seule. C'est comme si vous preniez un enfant, par exemple, pour lui apprendre à jouer au tennis et vous lui faites faire ses gammes, jusqu'à ce qu'il ait le geste parfait. Sauf qu'on fait ça pour n'importe quel type d'apprentissage aujourd'hui. Au début, pour voir si ça marchait, on commençait à entraîner ces machines à des jeux vidéo. Je vous ai mis Super Mario parce que c'est l'un des premiers sur lesquels on a testé la machine. Et alors au début, elles étaient nulles. Elles n'étaient même pas capables d'avancer Mario sur l'écran. Et plus elles jouaient de parties, après des millions de parties et d'auto-apprentissage, les machines ont été capables de devenir excellentes à Super Mario. Je vous encourage tous à aller voir les vidéos sur Internet. C'est absolument bluffant. Au début, Mario ne bouge pas. Ensuite, Mario devient excellent et peut battre n'importe quel être humain. C'est aussi grâce à ces algorithmes que l'an dernier, je ne sais pas si vous avez lu la presse, Google a réussi à battre le meilleur joueur de Go au monde, alors que les experts pensaient que ça n'arriverait pas avant plusieurs décennies. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go. C'est un jeu de stratégie beaucoup plus complexe que les échecs, parce que ce n'est pas forcément logique. Ça fait appel à beaucoup d'instinct, d'irrationnel, d'expérience. On ne sait pas expliquer ce qu'on fait au Go, mais un excellent joueur le sent. En fait, il faut de l'entraînement. Ils ont nourri Google, leur intelligence artificielle, avec les parties des meilleurs joueurs de Go au monde, et ils l'ont fait s'entraîner contre elle-même avec l'objectif de se battre elle-même. Et là encore, après des millions de parties, elle est devenue excellente et elle a pu battre le meilleur joueur au monde. Il a été tellement scotché qu'il a déclaré à la presse et aux ingénieurs qui ont créé ce logiciel qu'il avait l'impression d'avoir affaire à une divinité, tellement il n'avait jamais vu quelqu'un jouer aussi bien. Je vous dis que c'est une claque d'humilité qu'on prend sur notre intelligence en ce moment. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le prendre en tout cas. Et ce qui est surprenant, et qu'on découvre avec tous ces algorithmes d'intelligence artificielle que bientôt vous utiliserez tous, c'est que la machine découvre des choses qu'on n'avait pas prévues au départ. En jouant à Super Mario, on voit que Super Mario a un comportement bizarre dans le jeu vidéo. En fait, la machine a tellement optimisé son algorithme qu'elle a découvert une nouvelle manière plus intelligente de jouer à Super Mario. Pareil pour le jeu de Go. Les experts ont été incapables de comprendre pourquoi ils jouaient certains mouvements. Et en fait, la machine a découvert une nouvelle manière plus intelligente de jouer. Ce que tous les passionnés de Go sont en train d'explorer en ce moment. Il s'est passé la même chose avec la Google Car. Vous avez vu la voiture de Google sans chauffeur, qu'on aura bientôt partout sur nos routes. Et c'est pas de la science-fiction, c'est pas dans 30 ans. C'est vraiment qu'une question de législation avant qu'on ait cette Google Car.
Cette voiture, aujourd'hui, elle fait peur aux passagers qui montent dedans. Les gens ont peur de monter dans les Google Cars parce qu'elles ont une conduite qui est bizarre pour nous. En fait, elles accélèrent dans des endroits totalement contre-intuitifs pour nous, mais en fait, elles ont une conduite qui est plus fiable et plus sécurisée. Mais on n'y est pas du tout habitué. Du coup, chez Google, ce qu'ils sont en train de faire, c'est trop marrant, on est obligé de les rabaisser à notre niveau. Ils sont en train d'utiliser une intelligence artificielle pour leur désapprendre la conduite optimale, pour leur apprendre à conduire un peu comme nous. Je vous dis, on se prend des claques d'humilité à tous les niveaux en ce moment. Ce qui est fascinant, c'est que depuis qu'on a compris qu'on était capable de créer des algorithmes qui reconnaissent leur environnement, comme je vous l'ai dit, pour reconnaître des gens sur des photos ou des cancers, mais pour adapter leur comportement, comme on le fait pour conduire des voitures ou gagner au jeu de Go, on a compris qu'on pouvait généraliser cette approche et qu'on pouvait l'utiliser pour apprendre à une machine à réaliser n'importe quel type de tâche. C'est comme si on considérait n'importe quelle tâche comme un jeu vidéo avec un environnement visuel, des pixels sur un écran, et qu'on allait apprendre à la machine à maîtriser ce jeu vidéo. Que ça soit de réserver des billets d'avion sur Internet ou de trouver des molécules contre le cancer. Du coup, pour apprendre aux machines à réaliser plein de tâches, l'an dernier, est-ce que vous connaissez le milliardaire américain Elon Musk, qui a créé Tesla, SpaceX, vous savez, qui veut envoyer des fusées sur la Lune et qui veut même mourir sur la Lune? Il a lancé une association qui s'appelle OpenAI aux États-Unis, dans laquelle ils ont développé un logiciel que vous allez bientôt pouvoir connecter à tous vos logiciels, que ce soit votre suite bureautique, vos utilitaires que vous utilisez au travail, ou vos jeux vidéo, ou votre navigateur Internet, ce que vous voulez, pour montrer à l'intelligence artificielle ce que vous faites sur votre écran, pour qu'ensuite l'intelligence artificielle apprenne à faire ses tâches toute seule. Elle va par exemple vous observer sur votre écran lorsque vous faites des recherches sur Internet, que vous déplacez la souris sur le formulaire de recherche, que vous tapez une recherche, que vous scrollez, etc. Elle va vous observer remplir des formulaires, faire du shopping, enfin tout ce que vous faites sur votre ordinateur pour ensuite s'entraîner à réaliser la tâche toute seule avec les algorithmes que j'évoquais juste avant. L'objectif, c'est que la communauté, c'est-à-dire nous tous, on entraîne des intelligences artificielles à réaliser n'importe quel type de tâche. De la même manière qu'aujourd'hui, on peut tous contribuer à la connaissance mondiale en alimentant Wikipédia, demain on va tous participer à l'éducation des intelligences artificielles, en leur montrant des tâches à faire. En fait, c'est déjà quelque chose que vous faites aujourd'hui. Vous ne le savez pas, mais lorsque vous taguez quelqu'un sur Facebook, vous entraînez l'intelligence artificielle de Facebook à reconnaître une personne sur une photo. Lorsque vous utilisez votre GPS, Google apprend le chemin que vous allez emprunter, s'il est contraire à celui qu'il vous propose, pour en trouver un nouveau. Vos comportements d'utilisation enrichissent, éduquent l'intelligence artificielle. Demain, plus personne ne programmera des machines avec du code complexe qui nécessite une expertise comme on le fait aujourd'hui. Plus besoin d'informaticiens pour le code. On va plus utiliser des mathématiciens qui vont créer ces algorithmes et ensuite, on va tous éduquer ces intelligences artificielles. On passe de l'informatique programmée à l'informatique entraînée, éduquée. Les programmeurs d'aujourd'hui établissent les bases pour que demain, on puisse tous contribuer à son éducation. C'est nous qui créons cette intelligence artificielle et qui l'enrichissons. Mais pour aller plus loin encore, en plus de la vision qu'on a donnée aux machines et de leur capacité à s'adapter, à adapter leur comportement, un autre outil qu'on est en train de donner aux machines en ce moment pour qu'elles puissent continuer à comprendre le monde, à manipuler des concepts, mais aussi à découvrir des nouvelles idées, des nouveaux concepts, c'est le langage. Vous savez que la plupart de la connaissance disponible aujourd'hui, que ce soit dans les livres, sur Internet, ou même dans nos conversations sur les réseaux sociaux, elle existe sous forme écrite, c'est du texte. Aujourd'hui, avec ces algorithmes, on entraîne des intelligences artificielles à maîtriser le langage, à la fois pour comprendre du langage, mais aussi pour s'exprimer toute seule. Et ça, c'est une étape fondamentale dans la création d'une intelligence artificielle, parce que dès lors que la machine maîtrisera le langage, non seulement vous aurez des interactions beaucoup plus fluides et naturelles, de plus en plus humaines avec les machines. Par exemple, vous n'aurez plus besoin d'aller sur Google en tapant des mots-clés pour faire des recherches. Vous entretiendrez une conversation avec Google. Il vous comprendra, il ira chercher les réponses à vos questions sur Internet et il vous répondra sous forme de discussion. Mais en plus de ça, la machine pourra faire de nouvelles découvertes toute seule en fonction des données que vous allez lui confier. Et ça marche déjà aujourd'hui dans la médecine. Aujourd'hui, par exemple, on a des intelligences artificielles capables en médecine de lire et de comprendre des centaines de milliers d'études sur le cancer et en quelques semaines de trouver plusieurs molécules effectives, efficaces contre le cancer. En 2 semaines, elles sont capables de trouver 6 molécules utiles contre le cancer. À titre de comparaison, un laboratoire pharmaceutique traditionnel aujourd'hui, il lui faut en moyenne 1 an pour trouver une seule molécule. On est en train de pulvériser la recherche, les chercheurs, avec l'intelligence artificielle. Elle est aussi capable aujourd'hui de poser des diagnostics médicaux, là où les médecins sont incapables de le faire.
L'été dernier, au Japon, il y a une patiente qui était atteinte d'un cancer qu'on était incapable de diagnostiquer, les médecins n'y arrivaient pas. En moins de 10 minutes, l'intelligence artificielle a trouvé que c'était une leucémie rare. Les médecins ont été incapables de le trouver par eux-mêmes. En moins de 10 minutes, c'était fait. On n'est qu'au tout début de cette révolution de l'intelligence artificielle dans la santé. Facebook, son fondateur, a déclaré l'été dernier qu'avec ces nouveaux algorithmes, on avait le potentiel de guérir toutes les maladies sans exception avant la fin du siècle. Tellement ça va vite. Chez Google, vous savez qu'ils vont encore plus loin. Eux, ils considèrent la mort comme une maladie. Ils veulent nous guérir. Ils veulent nous rendre immortels. Ils ont un projet transhumaniste de faire converger l'homme avec la machine. C'est l'idéologie de Google. On n'a pas trop cette idéologie en Europe. On veut plutôt l'encadrer. Aux États-Unis, aucune limite. Et en Chine, encore pire. Chaque jour, on a des nouvelles annonces sur l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Mais en plus de cette intelligence logique et rationnelle qui permet de faire ça, qui permet d'atteindre ses objectifs en optimisant des algorithmes mathématiquement, on s'attaque maintenant à une autre dimension de l'intelligence. Je veux parler de la créativité, de l'invention, de l'irrationnel. Vous savez, il y a plein de journalistes, de philosophes en ce moment qui disent qu'il restera toujours la créativité à l'homme. C'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on entraîne ces algorithmes à jeter des hypothèses aléatoires dans les données, à tenter d'explorer la valeur de ces hypothèses pour créer quelque chose de nouveau. Et ça marche. Vous savez que la créativité, c'est rapprocher au moins deux éléments qui n'ont pas été rapprochés jusqu'à présent. Que ce soit en musique, vous rapprochez des notes, en peinture, des couleurs, des formes, en littérature, des mots. Rapprocher au moins deux éléments, généralement beaucoup plus, pour créer quelque chose de nouveau. Les machines commencent à nous challenger sur notre créativité là-dessus. On a des machines aujourd'hui capables de créer de la peinture, de composer de la musique. Ça marche très très bien. On a deux intelligences artificielles l'an dernier qui ont été capables de créer leur propre algorithme de cryptographie. On a Google qui a réussi à baisser de 40% sa facture d'électricité sur le refroidissement de ses serveurs, avec une intelligence artificielle qui optimise la gestion de l'énergie. Maintenant, ils veulent aller encore plus loin chez Google. Ils ont annoncé que leur objectif principal, enfin leur prochain objectif, c'était de réduire de 10% la facture d'électricité de toute la ville de Londres. On utilise de l'intelligence artificielle dans les cabinets d'avocats aujourd'hui, aux États-Unis, principalement dans les grandes villes. Il y a une intelligence artificielle à New York qui a été capable récemment d'effectuer 36 000 heures de travail d'un avocat, de recherche documentaire, de tri des arguments, d'organisation des arguments pour un cas juridique, en 1 seconde. Mais regardez ce qui se passe. Le cabinet d'avocats de la partie adverse fait la même chose dans le cabinet d'avocats en face. Ce qui veut dire que dans les deux cas, on sait à peu près avec des probabilités comment un juge va raisonner. On voit les failles des argumentations des deux côtés. Ce qui veut dire que dans les deux cas, vous faites sauter les avocats, c'est la machine qui fait le job, mais vous faites sauter aussi le juge au milieu, puisque vous pouvez traiter à l'amiable, vous n'avez plus besoin de juge, vous savez les probabilités de raisonnement d'un juge. On fait sauter les avocats et les juges en même temps. Ils sont en panique dans le secteur du droit en ce moment. Ils ne savent pas comment va se renouveler leur secteur. Récemment, toute la communauté de l'intelligence artificielle a été scotchée parce que pour la première fois, une intelligence artificielle a été capable de battre plusieurs des meilleurs joueurs de poker au monde en étant capable de bluffer. Encore une fois, ce n'était pas programmé, c'était entraîné, c'était appris. C'est ça la révolution. L'enjeu pour les prochaines années, ça va être d'humaniser l'intelligence artificielle. À la fois dans son fonctionnement, mais aussi dans ses interactions avec nous. De continuer à développer ses capacités logiques et rationnelles, mais aussi de lui développer son instinct et ses capacités d'exploration, qui nous permettent de créer notamment ou de découvrir des choses. Et pour finir, c'est ça le gros challenge de la recherche en ce moment, de permettre aux machines d'être aussi flexibles que notre cerveau, de pouvoir s'adapter, de pouvoir mélanger tout ce qu'elles savent faire, et surtout d'avoir un bon sens, aussi développé que notre bon sens à nous. C'est ça qui manque aujourd'hui à l'intelligence artificielle. C'est ça le gros sujet de la recherche en intelligence artificielle. Le patron de DeepMind, vous savez, DeepMind, c'est la start-up, alors c'est plus vraiment une start-up maintenant, qui avait été rachetée il y a 3 ans par Google pour 400 millions de dollars et qui a permis de gagner au Go, il a déclaré que leur objectif principal, c'était de résoudre l'intelligence pour pouvoir ensuite l'utiliser pour tout faire. Encore une fois, et je vais le répéter souvent, on se prend une énorme claque d'humilité sur notre intelligence. Cette révolution, on a l'impression qu'elle est lancée, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on entend parler dans les médias, etc. Mais finalement, on a l'impression que ça reste de la science-fiction. Ça arrivera dans nos vies, pas avant au moins 10 ou 20 ans. Quand on est une entreprise qui a un business depuis des années, on se dit, tranquille, le reste du monde, mais pas nous, on ne sera pas touché, ça sera toujours quelqu'un d'autre. En réalité, on y est déjà.
Tous les géants du web en ce moment infusent de l'intelligence artificielle dans tous leurs produits et leurs services. Vous en aurez partout. Dans vos logiciels, dans vos smartphones, dans vos voitures, dans vos frigos, vous en aurez partout. Google a en ce moment plus de 4500 projets en interne juste sur l'intelligence artificielle. Ils ont déclaré qu'on passait d'un monde mobile first, vous savez, téléphone portable en priorité, au monde AI first, intelligence artificielle en priorité. Ils en mettent absolument partout, c'est ce qui permet à Google, par exemple, aujourd'hui, de préparer les réponses à vos emails à votre place, ou de retrouver des photos en fonction de ce qu'il y a dessus. Snapchat, il l'utilise pour améliorer le ciblage publicitaire. Facebook, en ce moment, pour filtrer les fake news. Vous voyez que dès qu'il y a un problème qui apparaît, on avait des fake news, solution avec l'intelligence artificielle. Instagram, je ne sais pas si vous utilisez Instagram, dès que vous l'ouvrez, généralement, il y a des trucs sur lesquels vous avez envie de cliquer, adaptés à vous. Et c'est hallucinant comment ça marche. Regardez celui de vos amis, généralement, vous l'ouvrez, ça vous donne une indication de qui ils sont, parce que c'est des choses qui leur ressemblent. Quand ma copine ouvre son Instagram, il n'y a que des photos de plage et de voyage, et quand c'est moi, il n'y a que des photos de bouffe. Un peu. Et pourtant, je ne l'aurais pas dit. Le patron de Tinder, est-ce que vous connaissez Tinder? L'application de rencontres en ligne, vous savez, géolocalisée, vous pouvez trouver un partenaire en fonction des kilomètres autour. Le patron a déclaré qu'avec ces algorithmes, ils allaient pouvoir vous trouver le partenaire parfait en fonction de tous vos critères, même ceux dont vous n'avez pas conscience. Et ça marche. C'est testé, c'est backtesté, ça fonctionne. Et vous allez voir que ça pose un énorme problème d'éthique. Ce qui va se passer demain, c'est que l'IA va vous suggérer des clients, mais vous ne saurez pas pourquoi, avec ces algorithmes. Tous les géants du web infusent de l'intelligence artificielle partout dans nos vies. Et en fait, ça nous semble déjà normal. Ça nous semble déjà normal. On est habitué à avoir des mises à jour sur nos smartphones, des smartphones de plus en plus rapides, des nouvelles fonctionnalités. On est dépendant. C'est ça la norme aujourd'hui. La norme, c'est d'avoir toutes ces fonctionnalités en plus. On n'est pas habitué à autre chose. Et d'ailleurs, ça nous frustre. Quand une entreprise ne met pas assez à jour son fonctionnement, son expérience client, utilisateur, etc., on a envie de la punir. On est frustré. Parce que notre cerveau, il s'adapte très bien à cette révolution. Il est fait pour ça, notre cerveau humain, pour s'adapter à l'environnement immédiat. Mais le problème, c'est qu'il s'adapte tellement bien, notre cerveau, qu'en fait, ça nous aveugle sur la vitesse de cette révolution. En fait, ça nous aveugle tellement qu'on a tous un énorme biais statistique qui nous handicape dans plein de domaines. On a l'impression que parce qu'une technologie n'est pas déjà totalement démocratisée, elle n'a aucune chance d'exister. Je ne sais pas si vous connaissez un chercheur américain qui s'appelle Clifford Stoll. Il avait écrit un article assez célèbre en 1995 dans Newsweek où il expliquait qu'Internet allait disparaître en 1996. Qu'Internet était lent, impersonnel, surtout qu'on ne pourrait jamais l'utiliser en toute mobilité. Aujourd'hui, il se cache, Clifford Stoll. On est en train de vivre exactement ce type de période avec l'intelligence artificielle. D'un côté, on a de plus en plus de résultats exceptionnels dans tous les domaines, mais de l'autre, de plus en plus de sceptiques, de chercheurs, de philosophes, de consultants, de journalistes qui nous disent la machine ne pourra jamais faire ceci ou faire cela, remplacer l'homme, être créative, avoir des émotions. À chaque arrivée d'une nouvelle technologie, on a l'impression que toute son utilité est déjà là. On ne voit pas son potentiel et encore moins sa vitesse de développement. Souvenez-vous, relisez les papiers de l'époque. On pensait qu'on n'aurait jamais pu aller sur la Lune. On pensait qu'on n'aurait jamais pu construire de trains à grande vitesse. On pensait que la vitesse allait, avec la pression, faire exploser nos tympans. On pensait, il y a encore très peu de temps, qu'on ne pourrait jamais séquencer et encore moins modifier le génome humain. Tout ça, aujourd'hui, c'est fait. On retire des virus du génome humain en ce moment, avec ces technologies. Notre cerveau, il est biaisé parce qu'il fonctionne en mode linéaire. On est incapable de voir cette vitesse exponentielle. Imaginez ce qu'auraient pensé nos ancêtres il y a 50, 100 ou 200 ans si on leur avait dit qu'à l'avenir, on pourrait se voir dans le creux de la main et se parler à deux endroits de la planète différents en même temps. Ils nous auraient pris pour des fous. Lorsqu'aujourd'hui on dit qu'on va pouvoir discuter et voir quelqu'un, peut-être lorsqu'on ira sur la Lune ou sur Mars prochainement et se voir et se parler en même temps, on n'y croit pas, alors que c'est vraiment ce qui va arriver. C'est des technologies qui sont matures. Notre cerveau imagine que ce qui arrivera les 2 prochaines années, ça arrivera au même rythme que les 2 dernières, alors que c'est cumulatif et c'est exponentiel. C'est pour ça qu'on a du mal à y croire tant que ce n'est pas dans nos vies. Mais finalement, notre cerveau s'y adapte très bien au fur et à mesure de ces nouveautés, de ces mises à jour. On ne se rend pas compte à quel point ça va vite. Il suffit juste de regarder en arrière pour s'en rendre compte. Alors qu'en réalité, ce qu'on vit en ce moment avec l'intelligence artificielle, en termes d'ampleur, c'est similaire en termes de nature, mais en termes d'ampleur, c'est des millions de fois plus puissant que ce qu'a vécu l'électricité au XXe siècle. Ce sera bientôt une commodité, accessible gratuitement par tout le monde, d'absolument partout.
Mais cette intelligence artificielle, comment elle va se matérialiser lorsqu'elle va débarquer dans nos vies et qu'elle va tout changer? Elle va d'abord arriver dans nos vies sous forme d'assistants intelligents. En fait, c'est ça qui va remplacer nos smartphones dans quelques années. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est Alexa d'Amazon que vous mettez dans votre salon, à qui vous pouvez parler pour passer des commandes. Hein. C'est Google Assistant avec qui vous pouvez discuter, qui vous répond, comme sur Google. Alors pour l'instant, ils sont un peu débiles. C'est comme Siri. Ils ont juste été programmés pour reconnaître votre voix et faire des actions associées. Mais grâce aux algorithmes dont je parlais juste avant, et surtout à l'entraînement qu'on va tous contribuer à leur faire faire en les utilisant, ils vont s'améliorer et ils vont bientôt être capables de nous accompagner dans tout ce qu'on fait dans nos vies. D'abord, il va falloir les rendre flexibles, les assistants intelligents. Vous savez, c'est comme avec l'intelligence humaine. Il va falloir qu'on leur apprenne à combiner, à mobiliser toutes les petites tâches qu'on leur apprend à faire en ce moment. Vous savez ce que je vous disais, hein, regarder, comprendre ce qu'il y a sur des photos, lire et comprendre du texte, remplir des formulaires, surfer sur Internet, enfin tout ce qu'on leur apprend à faire en ce moment, pour qu'ils puissent ensuite combiner tout ça et atteindre des objectifs de plus en plus complexes avec une autonomie de plus en plus grande. L'objectif des géants du web, c'est que vous puissiez dire à votre assistant intelligent demain, trouve-moi un nouveau job ou organise mes vacances. Il sera capable de décomposer toutes les étapes pour y arriver tout seul. Il vous trouvera la destination, il sera capable de faire la réservation tout seul, même s'il faut discuter avec quelqu'un au téléphone, hein, il saura le faire parce qu'il maîtrisera le langage, comme je vous le disais. Il s'occupera du paiement, il s'occupera de toute la logistique pour y aller, une fois sur place, pour revenir, il s'occupera de tout ça pour vous, votre assistant intelligent. On va être en interaction permanente avec ces assistants intelligents, comme nos smartphones aujourd'hui, mais en pire. Ils sauront tout sur nous. Ils se souviendront de toutes les interactions qu'on aura eues avec eux. Ils se connaîtront notre santé, notre personnalité, nos émotions. Ils sauront absolument tout sur nous. En fait, de simples logiciels un peu débiles comme Siri, à qui on va demander des choses, ils vont progressivement se transformer à ce qu'on va appeler des majordomes digitaux. Vous allez tous être équipés d'un majordome digital à votre service, votre alter ego digital, qui vous représentera dans vos interactions avec l'extérieur. Vous serez en interaction avec lui en toute intimité, de manière permanente. Ces assistants intelligents, ils sauront quoi nous dire, ils sauront comment nous le dire, comment nous faire éprouver des émotions, et surtout, ils seront parfaitement empathiques avec nous, et ils défendront totalement nos intérêts. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Her? Alors, le film Her, H-E-R. Ceux qui ne l'ont pas vu, notez-le tous, à regarder en famille, ce que vous voulez, c'est un film génial, vous allez adorer. C'est de la science-fiction, mais pas chiante. Moi, j'aime pas les films de science-fiction, c'est crédible, c'est réaliste. C'est l'histoire d'un homme qui vit une rupture amoureuse, qui installe une intelligence artificielle sur son smartphone, avec qui il va discuter tous les jours, et qui va finir progressivement, tellement elle est réaliste, par tomber amoureux d'elle. Bon, alors c'est facile, elle a la voix de Scarlett Johansson aussi, mais ça marche. Tout ça pour dire qu'on va avoir des relations empathiques avec la technologie. On ne verra plus la différence, parce que ce qui compte avec la technologie, c'est la nature de l'interaction. Elle doit être excellente, elle doit être humaine, et elle doit être empathique. Et vous allez voir que c'est la clé des entreprises pour demain. Ces assistants intelligents, ils vont gérer nos emplois du temps, ils vont faire nos courses, ils vont aider nos enfants à apprendre, et surtout, ils seront nos experts personnels dans tous les domaines. Nos banquiers, nos médecins, nos avocats, nos conseillers, nos confidents, tout ça à la fois. Ça va nous libérer du temps et ça va faciliter notre accès à la connaissance. La connaissance, comme je vous le disais, est déjà devenue une commodité avec Internet. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est le traitement de cette connaissance, l'expertise, votre savoir-faire en tant qu'entreprise. L'expertise va aussi devenir une commodité avec l'intelligence artificielle. Ça n'aura plus aucune valeur demain comme la connaissance aujourd'hui. Ces assistants intelligents, comme je vous le disais, ils seront partout. Vous en aurez un, votre alter ego digital, mais les objets vont aussi être équipés d'un assistant intelligent. Vous avez entendu parler de l'Internet des objets, on connecte les objets Internet. Demain, ils vont aussi avoir un assistant intelligent. Fini les écrans tactiles ou les boutons pour utiliser votre four, votre machine à laver ou tous vos autres objets. Vous allez discuter avec leur assistant intelligent. Ce sera ça l'interface avec laquelle vous allez interagir avec les objets. Et bientôt, l'étape d'après, c'est que tous ces assistants intelligents, les vôtres, vos assistants personnels, mais aussi ceux des objets, ceux des entreprises, discutent directement entre eux. Votre assistant intelligent à qui vous avez demandé d'organiser un dîner chez vous avec vos amis, il discutera directement avec l'assistant intelligent de vos amis pour choisir la date qui convient à tout le monde, pour se mettre d'accord sur le menu. Il va discuter aussi directement avec votre frigo pour savoir s'il reste des bières au frais. Si ce n'est pas le cas, il en commandera tout seul. Ils défendront vos intérêts de manière proactive. Ils feront des choses à votre service sans que vous demandiez quoi que ce soit. Ils le feront aussi si vous demandez, mais ils le feront aussi de manière proactive. Tous ces assistants vont finir par communiquer entre eux en arrière-plan pour faire des choses au service de leurs propriétaires.
Les entreprises aussi vont avoir ce type d'assistant intelligent. En tant qu'entreprise, demain, d'ici 5 ans, 10 ans, vos principales interactions avec vos clients, avec l'extérieur, ce sera au travers de vos assistants intelligents qui vont représenter votre entreprise, mais aussi ils discuteront directement avec les assistants intelligents de vos clients qui vont les représenter. Bon, ça c'est un peu chiant pour ceux qui font du marketing parce que ça veut dire que c'est la fin du marketing. Parce qu'ils vont agir en tant que filtre, ces assistants intelligents, ils vont nous protéger contre toutes les techniques marketing. Mais ça veut dire augmentation de l'excellence du produit et de la qualité de la relation. Alors, comme je vous le disais, cette révolution, on n'y est pas prêt. Parce que le monde dans lequel on va vivre avec l'intelligence artificielle n'aura plus rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. On aura de l'intelligence artificielle omnisciente. Dans l'entreprise, tous les jobs, sans exception, vont d'abord être augmentés par de l'intelligence artificielle. On a toujours connu ça avec n'importe quelle technique et technologie. Ordinateur, smartphone, ce que vous voulez, réseau, Internet. Cette fois-ci, ça va être exacerbé. Ça va nous rendre plus productifs, plus créatifs, ça va nous faire faire moins d'erreurs dans tous les jobs, mais très vite, comme je vous le disais, la machine prendra le dessus. Ce qui fait la valeur d'une entreprise aujourd'hui, entre autres, c'est aussi son savoir-faire, son expertise. Ça deviendra une commodité avec l'intelligence artificielle. L'expertise ne sera plus un facteur différenciant pour les entreprises. Vous serez tous au même niveau d'expertise et de savoir-faire lorsque vous serez équipés de ça, vous et vos concurrents. Ce qui veut dire que demain, vous allez devoir vous différencier autrement. Si la connaissance est une commodité et qu'elle ne coûte plus rien, si ça va être le cas de l'expertise demain et que vos concurrents seront au même niveau que vous, la seule manière de vous différencier, ce sera dans ce qui reste chez nous, les êtres humains. C'est-à-dire la relation, l'interaction, l'empathie avec l'autre. Regardez un médecin. De plus en plus, quand vous allez chez le médecin, vous avez déjà fait un pré-diagnostic en allant sur Doctissimo. Plus ou moins faux. Ce qui d'ailleurs me fait dire que la CNIL ne sert à rien. Vous savez qu'elle veut nous protéger sur les dossiers médicaux en protégeant nos données, mais dès que vous avez des symptômes, vous les tapez sur Google. Google, il y a déjà votre dossier médical. Donc on a déjà cette démarche-là. Demain, très vite, c'est votre smartphone et votre intelligence artificielle qui fera le diagnostic. Vous irez dans le cabinet du médecin uniquement pour qu'il signe l'ordonnance du diagnostic fait par l'intelligence artificielle. Donc l'expertise du médecin disparaît. C'est plus ça sa valeur. Mais vous continuerez à aller chez le médecin pour la relation que vous entretenez avec lui, pour l'empathie, pour les émotions que vous avez en l'écoutant, parce qu'il vous rassure, parce qu'il vous parle des autres cas qu'il a pu voir, parce qu'on a besoin de cette interaction qui fait de nous des êtres humains. L'enjeu pour les entreprises avec l'arrivée de ces assistants intelligents, ça va être d'avoir une qualité de l'interaction, de la relation excellente, parce que vous serez jugé demain en tant qu'entreprise par les assistants intelligents de vos clients. Vous allez devoir arrêter de chercher à vendre des produits à tout prix, puisque leur intelligence artificielle va contrôler si vous essayez de les bullshiter, de les arnaquer ou pas, ou si vous n'êtes pas pricé au bon prix, etc. Mais, une fois que vous aurez le même niveau d'excellence de produits, etc., de prix, comme tous vos concurrents, elle fera la différence sur la qualité de la relation, de l'honnêteté que vous entretenez avec lui. En gros, ça va forcer toutes les entreprises à devenir d'excellents vendeurs. Un très bon vendeur humain, c'est déjà ça. Quand vous allez voir un bon vendeur à la FNAC, il n'essaie pas de vous vendre un produit. Il oublie ses produits, il vous écoute, il se met à votre place et il vous conseille un truc, même si c'est le concurrent qui l'a. Mais demain, en faisant ça, vous continuerez à le voir, parce que la relation, la qualité de la relation, la confiance sera excellente. Le problème, c'est qu'il y a plein de jobs qui vont disparaître. Comme n'importe quelle révolution technologique, il y a des jobs qui disparaissent. Il y en a d'autres qui apparaissent à chaque fois, mais cette fois-ci, ça peut être différent, parce que on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain au travail. On s'attaque à notre cerveau, à notre intelligence, ce qui fait notre différence, ce qui nous fait travailler dans les métiers de service, dans le tertiaire. Ce qui veut dire que le prix de l'intelligence, le prix de la cognition humaine va chuter considérablement, parce que l'intelligence artificielle sera bientôt accessible comme une commodité absolument partout, comme je vous le disais. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est une destruction massive d'emplois assurée. Les gens comme Bill Gates pensent que le rythme de destruction d'emplois sera supérieur au rythme de création. Et donc, on va devoir aller vers une nouvelle société, vivre une transition par laquelle on se libère progressivement du travail. La machine travaillera, il nous restera la vie aux êtres humains. Quand je vous disais que vous allez avoir peur, c'est que généralement, quand je parle de ça, les gens retiennent qu'ils vont perdre leur job. Mais gardez en tête ce que je vous ai dit avant. On va pouvoir peut-être guérir toutes les maladies, nous libérer du temps, faciliter notre accès à la connaissance, passer du temps sur ce qui nous rend humains. La transition va être dure, c'est des choix politiques à faire. Mais en tout cas, c'est de la valeur pour toute l'humanité. On est tous dans le même bateau dans cette histoire. C'est plus une industrie contre une industrie en train de mourir et une autre en train de prospérer, c'est tous les secteurs concernés en même temps. Et ça doit tous nous rassurer et nous engager à bâtir collectivement cette nouvelle société.
On va aussi avoir de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions en entreprise. Aujourd'hui, on utilise des spreadsheets Excel, on utilise des analytics pour prendre des décisions stratégiques. Demain, plus aucune décision stratégique ne pourra être prise sans être validée par l'intelligence artificielle. Et après-demain, ce sont les intelligences artificielles elles-mêmes qui dirigeront les entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez Jack Ma. Jack Ma, c'est le patron d'Alibaba, hein, vous savez, l'Amazon chinois, qui est en train d'essayer de croquer Amazon, mais en Chine. Il a déclaré que d'ici moins de 30 ans, à la vitesse actuelle de la technologie, ce sont les intelligences artificielles elles-mêmes qui dirigeront les entreprises. Dans l'organisation de la vie publique aussi, on va avoir de l'intelligence artificielle absolument partout, et elles prendront aussi des décisions. Alors vous devez penser que je suis fou, que c'est complètement loufoque ce que je dis, que ça n'a aucune chance d'arriver vu l'état de nos institutions. Mais regardez, on a déjà des responsables politiques aujourd'hui qui utilisent des algorithmes, du big data, des trucs très simples pour leur campagne électorale. Ce qui veut dire que demain, ils vont utiliser de l'intelligence artificielle pour gouverner ces gens-là. Ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant que citoyens, il faut absolument qu'on exige de participer au choix de ces intelligences artificielles, de savoir comment elles fonctionnent, de décider ensemble des objectifs qu'elles devront remplir, des principes moraux qu'elles devront respecter, des données avec lesquelles on va les nourrir. Et qui va s'assurer qu'elles ne sont pas dangereuses, ces intelligences artificielles? On va avoir besoin d'avoir toutes ces réflexions autour de l'intelligence artificielle. La démocratie de demain, ce sera de participer au choix de ces intelligences artificielles, de les faire converger dans nos institutions actuelles. Mais toutes ces technologies dont je vous parle, tous ces algorithmes, ils nous soulèvent aussi d'énormes questions d'éthique et des risques majeurs. Parce que le problème de tous ces algorithmes que j'évoque depuis tout à l'heure, qui marchent, qui donnent des résultats spectaculaires dans tous les domaines, et encore une fois, on n'est qu'au balbutiement de cette révolution, il y a un problème, c'est qu'on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Imaginez que c'est comme une grosse feuille Excel avec plein de valeurs dedans, des milliards et des milliards de valeurs, et dès que vous en touchez une, ça change toutes les autres autour. C'est incompréhensible. D'ailleurs, chez Google, en ce moment, ils ont même développé une intelligence artificielle pour essayer de comprendre leurs intelligences artificielles, pour vous dire où on en est. On est en train de modéliser toutes nos fonctions cognitives, y compris la créativité et l'intuition. Mais on ne comprend pas comment elles fonctionnent. On a une petite idée du comportement d'une intelligence artificielle face à une situation donnée, une Google Car par exemple, qui conduit toujours sur la même route, mais on est incapable de savoir comment elles vont réagir face à une nouvelle situation. Pensez au jeu de Go, où elle a surpris tout le monde avec ses comportements de jeu, même chose mais dans tous les secteurs. Ça pose de vraies questions d'éthique. En fait, c'est nécessaire pour l'intelligence artificielle de faire des erreurs pour apprendre. C'est comme nous avec notre intelligence. Un bébé ne peut pas tenir debout s'il n'est pas tombé plein de fois avant. On a besoin de faire des erreurs, comme elles fonctionnent avec de l'apprentissage, des algorithmes d'apprentissage, elles vont faire plein d'erreurs. L'enjeu, ça va être de les minimiser. À tel point que demain, ce sera beaucoup moins risqué de monter dans un avion piloté par une intelligence artificielle qu'on ne comprend pas, mais qui fait beaucoup moins d'erreurs qu'un pilote humain. C'est ça l'enjeu. Demain, tout le monde acceptera de monter dans l'avion sans pilote quand on saura qu'elles sont beaucoup moins dangereuses, qu'elles font beaucoup moins d'erreurs que des êtres humains. Il va falloir aussi créer un cadre juridique, mais c'est très difficile parce qu'on est incapable de connaître leur comportement à ces intelligences artificielles, de les prédire. Donc pour définir des responsabilités, c'est très difficile aujourd'hui. On a aussi de grosses questions d'éthique qui vont se poser. Jusqu'où doit-on faire confiance à un algorithme? Quel niveau d'autonomie est-ce qu'on doit lui donner? Qui aura le droit d'utiliser certains algorithmes et pas d'autres? Ce sera peut-être comme avec les médicaments ou les substances chimiques. Il y aura des gens qui auront le droit d'utiliser certains niveaux et d'autres pas. Des organisations, des entreprises, des politiques. Avec quelles données on va les nourrir? Puisque leur comportement dépend des données avec lesquelles on les nourrit. Toutes ces questions, il faut y réfléchir dès maintenant. Vous savez que les algorithmes orientent déjà le monde aujourd'hui. Les webmasters, les blogueurs, ils le savent. Dès que Google ou Instagram changent leur algorithme de classement, ça les rend fous. Mais ce phénomène va être exacerbé parce qu'on va tous utiliser de l'intelligence artificielle partout pour prendre des décisions de plus en plus stratégiques. Il y a des comités d'éthique qui émergent un peu partout sur la planète, chez les géants du web, aux États-Unis principalement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut tous qu'on ait ces réflexions absolument partout, à tous les niveaux de la société. Et pour finir, pour les prochaines années, ça va être aussi des véritables questions stratégiques et de souveraineté pour les États qui vont se poser. Comment faire pour assurer le développement d'une intelligence artificielle qui bénéficie à toute l'humanité, alors qu'aujourd'hui, c'est les géants du web américains qui concentrent à eux seuls tout le savoir-faire, toutes les compétences, les infrastructures, les données, les capacités financières, etc., pour créer de l'intelligence artificielle. C'est les seuls aujourd'hui à en faire. Quand une start-up dit qu'elle fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est juste pour vendre son produit. Il faut absolument qu'on aide les États, qu'on ait des vraies politiques pour faire face à ces géants du web américain. Parce que l'écart dans la force de frappe entre les géants technologiques et le reste des acteurs, il est en train de se creuser à une vitesse qui va être très difficile à rattraper, même pour les États. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui,
c'est qu'on entre dans un monde à la fois plein de promesses, mais aussi plein d'incertitudes. Parce que d'une technologie développée dans les laboratoires informatiques américains, l'intelligence artificielle arrive aujourd'hui sur le devant de la scène comme une question politique globale qui concerne toute l'humanité au même titre que le nucléaire et les manipulations génétiques. Au début, je vous citais Raymond Kurzweil de chez Google, le patron de l'ingénierie, qui nous disait que bientôt les machines allaient pouvoir s'auto-complexifier, machines et algorithmes, voire s'autonomiser. C'est pas le seul à avoir ce type de conviction. Marvin Minsky, l'un des plus grands chercheurs au monde en intelligence artificielle et en sciences cognitives au MIT, a lui déclaré que rien n'allait pouvoir empêcher les machines d'atteindre un niveau d'intelligence comparable au nôtre, voire de le dépasser, à moins qu'on les en empêche. Ce moment où les machines deviennent aussi intelligentes que nous, voire nous dépassent, on appelle ça la singularité. C'est une expression que vous allez énormément entendre dans les prochaines années. Et selon Ray Kurzweil de Google, à la vitesse actuelle du développement de la technologie, on y sera aux environs 2029-2030. Il y a des chercheurs qui pensent exactement l'inverse, qu'on ne pourra jamais créer une intelligence artificielle capable de devenir aussi autonome, voire consciente. C'est normal, c'est de la science, c'est comme ça que ça progresse, avec des visions différentes qui s'affrontent, et qui font avancer les choses. Ce qui est sûr, c'est que ça va très très vite, et que ça risque de nous surprendre beaucoup plus que tout ce qu'on aura pu imaginer. Ce qui est sûr aussi, c'est que toutes ces avancées en matière d'intelligence artificielle, c'est finalement sur la nature et le fonctionnement de notre propre intelligence, de notre propre cerveau qu'elles nous éclairent. Parce que vous avez remarqué un truc, c'est que depuis que j'ai commencé, je ne vous ai pas défini ce que c'était que l'intelligence. Je vous ai montré les résultats considérables qu'on faisait en intelligence artificielle, mais à aucun moment je vous ai expliqué ce que c'était que l'intelligence humaine. C'est parce que là aussi c'est de la science, il y a plein de théories et plein d'approches pour la définir, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des nouvelles découvertes sur le cerveau, ça remet en cause des idées qu'on avait sur l'intelligence, ça challenge pas mal d'idées, ça nous donne des nouvelles pistes. Mais en tout cas, en étudiant l'intelligence humaine, on trouve de nouvelles pistes pour créer de l'intelligence artificielle. Et en créant de l'intelligence artificielle dans tous ces laboratoires, on affine notre compréhension de notre propre intelligence. Alors encore une fois, comme je vous le disais au début, j'ai conscience qu'il y a des choses qui peuvent vous faire peur aujourd'hui, ou au contraire vous rendre très enthousiaste. C'est normal, on a tous des profils psychologiques différents. Mon objectif, c'est ni de vous faire peur, ni de vous faire rêver, mais simplement de vous donner un aperçu du monde qui est en train de naître et de vous faire prendre conscience de la nécessité de s'y préparer. Gardez en tête qu'on fait des machines qui ne sont plus programmées, qui sont entraînées, qu'on est tous dans le même bateau dans cette histoire, que la connaissance est une commodité, que l'expertise va le devenir et que la seule chose qui comptera, ce sera l'excellence de la relation avec les parties prenantes, dans l'entreprise, mais aussi dans les relations personnelles, quand on aura de l'intelligence artificielle absolument partout autour de nous. Je vous remercie tous pour votre attention.